Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la réussite du financement de vos offres de formation. Donc c'est une nouvelle thématique que je vais animer avec l'un des organismes qu'on va présenter, donc Tech in France. Avant d'aller plus loin sur la présentation, je vous présente 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc le premier est de couper son téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux, pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste concerne l'utilisation de l'outil chat. Donc vous avez plusieurs fenêtres à votre disposition qui permettent d'interagir avec nous. Premier onglet donc pour le chat, je vois que vous savez déjà l'utiliser. Donc bonjour à vous, bonjour Stéphane, Robin, Hakim, Daniel, donc les prénoms fusent. Je les lirai pas tous, sinon on va perdre du temps sur la présentation. Mais bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle thématique. Vous avez donc cet espace prévu pour effectuer des remarques sur la présentation et un autre onglet qui concerne cette fois-ci les questions. Donc différenciez bien les deux pour qu'on puisse de notre côté simplifier la modération et donc l'onglet questions pour nous faire part de vos interrogations concernant le support et l'intervention tout au long du webinaire. Et enfin donc le quatrième et le dernier geste, le focus. Focus donc sur la voix des participants, intervenants pardon, ainsi que sur le support de présentation pour qu'on puisse vous offrir une compréhension optimale et éviter la répétition d'informations qu'on aurait déjà délivrées auparavant. Alors une première question pour vous avant d'aller plus loin dans la présentation, quelle est la qualité du son et de l'image afin qu'on puisse s'assurer que tout est bon de votre côté? Alors merci pour vos retours. 5 sur 5, parfait, OK, super, donc c'est bon signe de notre côté. On peut passer donc à la suite. Alors je suis présent aujourd'hui avec, Cindy et Donovan de Tech It France et je laisse d'ailleurs Cindy commencer. Je te laisse te présenter en quelques mots. Donc bonjour, je suis Cindy Coulin. En plus de mes missions que je mène au sein de Tech in France, je suis coach professionnel, consultante RH et j'interviens auprès des entreprises en les accompagnant et j'ai également un organisme de formation et j'ai donc mes 22 ans d'expérience dans ce domaine-là. Merci Cindy et toi Donovan, peux-tu te présenter? Merci Thomas. Alors Donovan Pritchard, président de Tech in France. On est créateur de logiciels, métiers, entre autres pour les besoins de la formation. On a également créé notre certification expert en gestion et financement de la formation. On exerce également en tant que cabinet RH et organisme de formation Calliope. Merci Donovan et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis, 2021, donc je suis ravi de tous vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle thématique, aujourd'hui, hein. Ça fait 3 ans à peu près que j'anime les webinaires au sein de ICPF et la première fois qu'on va vous parler, pendant 1 heure, 1 heure et demie du sujet des financements, donc qui vous intéresse tous et je pense qu'on pourra, inscrire cette thématique dans une série qui pourra continuer avec, des intervenants, diverses comme, des intervenants auprès d'OPCO ou d'autres, financeurs. Alors la présentation des intervenants étant faite, je vous présente maintenant le plan de la présentation, donc en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF, puisqu'on accueille aujourd'hui des organismes certifiés ou non qui ne nous connaissent pas, donc qui pourrait être intéressant de leur faire comprendre l'intérêt de la certification Calliope dans leur démarche qualité, l'accès au financement. Le deuxième point sur un aperçu du secteur de la formation. Le troisième, la compréhension des financements en formation professionnelle. Quatrième point sur le fait de pouvoir remplir, envoyer et faire parvenir aux financeurs des demandes conformes pour des prises en charge sur l'action de formation. Et enfin, le cinquième et dernier temps qui sera dédié aux échanges questions-réponses. À noter que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions et que ce temps servira pour traiter un maximum d'interrogations. Alors, je vous informe aussi que via l'onglet questions, l'intérêt c'est que vous puissiez voter pour des questions qui nous ont été envoyées et de cette sorte, de notre côté, on pourra prioriser les questions qu'on détectera comme étant prioritaires.
Alors j'en ai une première d'ailleurs qui ne concerne pas directement la thématique, mais plutôt sur l'accès à un replay. Donc je vous confirme que le replay est bien enregistré et que vous recevrez un email à la fin de la présentation, avec en l'occurrence un questionnaire de satisfaction. Et à la fin de ce questionnaire, vous avez 2 liens. Le premier, c'est le replay, donc qui sera disponible au bout de quelques minutes, le temps que la vidéo se sauvegarde. Et le deuxième, c'est le support de présentation format PDF pour retrouver notamment tous les liens et les slides qu'on vous présentera. Alors, en quelques mots, ICPF existe, maintenant depuis, 30 ans. On va bientôt d'ailleurs, fêter ce nouvel anniversaire à l'occasion d'un événement, sur Paris, auquel j'aurai le plaisir de vous rencontrer si, vous n'êtes jamais encore venu à un ICPF Networking. Donc ICPF, sur ses 30 années d'existence, c'est aujourd'hui 7 000 certifiés répartis entre organismes de formation et intervenants, donc formateurs, coachs et autres fonctions au sein du secteur de la formation. Ces 30 ans d'expérience se déclinent sur 5 leviers qui nous différencient aujourd'hui sur le marché de la certification. Le premier, c'est notre plateforme Noé, qui permet aujourd'hui de vous proposer un parcours de certification simplifié avec des étapes qui vous demanderont une gestion moins chronophage de la gestion de la démarche qualité sur l'ensemble des certifications. Le deuxième point, c'est la compétence technique. On existe depuis 30 ans, c'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui cette maîtrise de la qualité en formation professionnelle. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Nous avons donc la particularité au sein du CPF d'avoir internalisé une partie de l'activité d'audit. Donc sur les 38 salariés, nous avons presque la moitié qui contribuent à l'activité d'audit. Donc 18 auditeurs, d'ailleurs le chiffre n'est pas à jour, 18 auditeurs actuellement, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français pour vous proposer des dates d'audit les plus proches, avec bien sûr le soutien d'une équipe d'auditeurs sous-traitants pour être davantage réactif sur vos demandes de planification d'audit. Le quatrième point, c'est l'accès à un service client depuis la plateforme Noé ainsi que sur le service internet pour vous offrir une traçabilité de vos demandes et des ressources pour vous aider dans la quête de vos questions. Et le cinquième et dernier point, c'est le réseau. Donc un réseau de 7000 certifiés répartis entre organismes et personnes physiques. Alors un réseau d'ailleurs qui serait plus élargi que ce 7000 puisque au sein d'organismes, on a des équipes entières qui font que ce n'est pas seulement une personne qui mène la démarche de certification. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui donc avec Tech in France. Donc on a 2 personnes qui sont intervenantes lors de ce webinaire et également l'un de tes collaborateurs, Donovan, qui est présent juste en face de moi, donc Colin, qui nous permet d'assister aussi sur la gestion du chat en ligne. Alors avant de passer la parole à Donovan dans quelques minutes sur le sujet des financements, une remise en contexte déjà du sujet qui est l'accès à l'ensemble de ces dispositifs, qui aujourd'hui est permis avec l'accès à 2 marches sur l'escalier de la qualité, qui sont notamment la certification Qualiopi et la marche du CPF. Donc aujourd'hui, pour accéder à l'ensemble de ces financements, il y a une première condition qui est fixée par les financeurs et la réglementation, c'est l'obtention de la certification Qualiopi, une certification qui permet d'accéder à terme à des financements publics et mutualisés et qui seront présentés aussi comme condition par des entreprises ou des institutionnels pour vous permettre d'accéder à ces sources-là. Par la suite, on a toujours sur le sujet des financements une marche complémentaire qui est celle du CPF, qui aujourd'hui n'est pas accessible sans la certification Qualiopi, en fonction des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Aujourd'hui, pour accéder à la marge du CPF, il y a la nécessité d'avoir un partenariat avec un certificateur professionnel qui lui-même aurait une certification enregistrée sur l'un des répertoires, comme le RS ou le RNCP, ou que vous ayez vous-même une certification enregistrée sur ce répertoire.
Une autre solution serait d'avoir dans vos activités 2 catégories d'actions, comme le bilan de compétences ou la VAE, qui permettrait cette fois-ci uniquement avec Calliope d'accéder au CPF. Donc plusieurs possibilités d'accès, mais dans certains cas, la certification Calliope ne sera pas la seule condition. Il faudra encore aller plus loin dans vos démarches qualité. Et ensuite, une fois que ces 2 marches sont atteintes, vous avez des possibilités de vous développer davantage sur ces démarches-là. La quatrième concerne plutôt un développement au travers de la personne physique. Donc, moi, en tant que formateur ou en tant que coach, comment je mets en valeur mes années d'expérience, mon parcours pour obtenir la confiance de mes clients. Et enfin, la marche 5, qui est plutôt orientée sur une certification ISO, qui là va concerner l'ensemble de l'entreprise, son système de management, et qui va être notamment intéressante sur une activité à l'international ou avec des entreprises grands comptes qui vont être elles-mêmes pas uniquement en France et qui vont attendre de vous que vous ayez un niveau de qualité supérieur au standard que peut représenter la certification Calliope. Alors, une première question vous a été partagée, notamment via la fonctionnalité des sondages. Donc pour les personnes qui ne verraient pas la notification qui est apparue en bas à droite, vous avez aussi un menu apps qui est aussi en bas à droite, dans lequel vous pouvez retrouver l'accès au sondage. Donc la question est: sur quelle marche de l'escalité êtes-vous? Est-ce plutôt la partie NDA, donc en amont de la certification? Est-ce plutôt Calliope ou des marches qui sont à la suite, pour qu'on puisse avoir déjà une idée des personnes présentes et des éléments qui vont vous intéresser lors de cette présentation. Alors j'ai un œil sur les résultats qui changent en temps réel. Donc pour l'instant, à 63%, donc en majorité des participants sont sur la marche de la certification Calliope. Ensuite à 18% sur la marche du CPF et ensuite l'autre part des personnes présentes, donc à 10 et 8%, des organismes ou indépendants qui sont plutôt à la marche rez-de-chaussée, donc qui sont en engagement, donc qui n'ont pas encore obtenu le NDA ou qui ont ce numéro de déclaration d'activité. Merci pour vos réponses et je vous informerai lorsqu'il y aura d'autres sondages disponibles. On va pouvoir vous en partager d'autres au fur et à mesure. Alors, on entre maintenant dans la deuxième partie de ce webinaire, donc pour vous présenter le fonctionnement du marché de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce marché concerne environ 130 000, 140 000 organismes de formation. Cela correspond à des organismes déclarés auprès du ministère du Travail. Et sur ce marché-là, on va retrouver un premier axe de différenciation qui va être permis grâce à la certification Calliope. Aujourd'hui, cette certification, je vous l'ai indiqué en introduction, elle permet l'accès au financement et elle va permettre aussi d'être différenciée au travers de différentes catégories d'actions, soit sur des actions de formation, soit sur du bilan de compétences, de l'action de formation par apprentissage ou de la VAE. Et on l'a vu d'ailleurs aussi en introduction, certaines catégories peuvent donner plus rapidement l'accès au CPF. Et donc là, en fonction de l'activité que vous menez, il y aura des dispositifs de financement qui seront accessibles pour vous ou non. D'ailleurs, en parlant de financement, Donovan, je te laisse enchaîner. On va pouvoir mettre la lumière sur ce premier chiffre. Que peux-tu nous dire sur les financements en formation et l'enveloppe budgétaire globale? Un grand merci à toi, Thomas, pour cette belle présentation d'ICPF et côté qualité, Calliope. Et effectivement, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, au sujet de comment réussir à faire financer vos formations auprès des différents financeurs. Et pour ça, l'idée, c'est de vraiment prendre conscience de toutes les opportunités qui existent dans ce domaine, dans le domaine de la formation. Alors, tu fais bien de poser la question, Thomas. Combien représente l'enveloppe budgétaire formation en 2024? Alors, tout le monde, est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, au fur et à mesure de la présentation, vous verrez, il y aura pas mal d'interactions. Vous pourrez répondre à des sondages, aux questions. Alors, combien diriez-vous que représente cette enveloppe budgétaire? Alors, on voit 9 milliards, 17, 5 millions. Okay.
45 55. milliards, c'est pas mal. Qui dit mieux encore? On a 55. On a une réponse à peu près. Ah, Diana. Tiens, tu peux montrer la slide suivante, Thomas. Bien, effectivement, Diana, tu as raison. En France, en 2023, d'après les statistiques que nous donne le jaune 2025, la dépense nationale pour la formation professionnelle s'élève à plus de 55 milliards d'euros. Alors, est-ce que vous imaginez le chiffre d'affaires que cela représente et votre place dans tout cela? Donc, 55 milliards d'euros, ça c'est les dépenses qui sont faites au titre de l'enseignement, de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour adultes. Alors, on peut montrer la diapo suivante, Thomas. Oui. D'ailleurs, pour informer les participants, on a partagé le deuxième sondage qui est complété au fur et à mesure, justement sur la question des accès au financement. Quel type de financement sollicitez-vous? Donc, au vu des chiffres qui sont indiqués, est-ce plutôt sur les OPCO, France Travail, les régions ou le CPF, ou même directement auprès d'entreprises sans passer par des dispositifs tels que ceux-là? On pourra revenir sur les chiffres plus tard et je passe à la slide suivante, Donovan. Tout à fait, tout à fait. Et merci pour vos réponses. C'est très intéressant. Alors, l'idée maintenant, c'est de voir comment est-ce que ce budget est réparti. Parce que sur les 55 milliards d'euros, eh bien, comme on l'a montré tout à l'heure, 27 milliards sont issus du financement. Et de ces financements-là, on va parler ici de 28 milliards d'euros qui est le chiffre d'affaires réalisé par les organismes de formation qui déclarent un BPF actif. Alors, on va essayer d'analyser les chiffres qui sont ici à l'écran pour essayer de comprendre le milieu de la formation, les dépenses qui sont engagées et les sources de financement disponibles. 55 milliards d'euros, qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que les Français sont friands de la formation. Les Français aiment recevoir de l'enseignement, ils aiment être formés. Donc, ce n'est pas le marché qui manque. Sur les 128 000 organismes de formation qui détiennent un NDA, nous en avons 74% qui sont actifs, soit 94 300. Et sur les 94 300, il y en a 46% qui exercent en sous-traitance. En sous-traitance via, par exemple, les 44 000 organismes de formation qui sont certifiés Calliope, soit un organisme de formation sur 3. Alors, sur les 44 000 organismes de formation, avez-vous une idée de combien, par exemple, sont inscrits au financement du CPF? Peut-être vous l'avez vu passer tout à l'heure. Un peu moins de 15 000 sont inscrits au financement du CPF. Alors, c'est intéressant de faire la remarque parce que ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup d'organismes de formation Calliope qui peuvent avoir accès à des financements, mais qui peut-être n'ont pas encore réalisé la démarche. Alors, sur les 28 milliards de chiffres d'affaires qui sont réalisés, combien sont issus du CPF, par exemple? Je ne sais pas si vous avez une idée. En 2022, il s'agissait de 2,5 milliards d'euros. En 2023, 1,8 milliard d'euros. Donc, il y a du financement disponible. Et sur les 28 milliards d'euros du chiffre d'affaires national réalisé, eh bien, on voit qu'il y a une marge encore. Alors, lorsqu'on regarde également les organismes de formation qui déclarent un BPF, 94 300, si on fait la moyenne sur les 28 milliards d'euros, est-ce que vous avez une idée de quelle est la moyenne du chiffre d'affaires d'un organisme de formation en France? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, si on fait les 28 milliards divisé par les 94 000 OF, on tombe sur 304 000 euros. Alors, j'ai une question pour vous. Avez-vous atteint cette moyenne financière? Est-ce que vous l'avez déjà atteinte? 300 000 euros par an. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, soyez attentifs parce qu'on va pouvoir vous montrer comment justement pouvoir accéder au financement issu de la formation. Alors, peut-être tu peux montrer la slide suivante, Thomas, sauf si tu as des remarques entre-temps, n'hésite pas. Non, Hein. pas encore. Je vois par contre des questions qui commencent à arriver. Une question qui concernait la partie financement, donc qui avait été
posée par Catherine, qui demandait si les 55 milliards correspondaient à la dépense ou au recueil des fonds. Alors ça, c'est la dépense. Il s'agit bien de la dépense, ce que les Français dépensent pour de l'enseignement, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue. Et le chiffre d'affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, des OF, c'est 28 milliards. Voilà, comme ça permet de pouvoir situer les choses. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Catherine pour ta question. Mais ça montre une chose, comme on disait tout à l'heure, les Français sont bien friands de formation. Alors, un autre constat que l'on peut faire. Sur ces 28 milliards, il y a encore beaucoup d'entreprises qui en réalité n'ont pas pris conscience du fait qu'ils ont des fonds de formation auxquels ils peuvent faire appel. Et peut-être également aussi les organismes de formation ne pensent pas systématiquement à orienter leurs clients vers leurs propres fonds de formation. Comme on le voit apparaître à l'écran, 27% de la dépense globale en formation professionnelle, ça nous fait 15,2 milliards d'euros dans ce domaine-là. Mais si on remarque la dépense que font les Français en paiement direct, hors financement, on est à plus de 32 milliards. Donc ça nous montre bien que les personnes n'ont pas encore suffisamment pris conscience qu'il y a des fonds qu'ils peuvent utiliser et qu'ils peuvent exploiter. C'est ça qu'on va tenter de vous montrer. Alors tiens, tu peux passer à la diapo suivante, Thomas. Donc on va parler des financements. Alors déjà, une première question pour vous. Et n'hésitez pas à répondre dans le chat, c'est très intéressant parce que c'est vraiment le centre du sujet. Est-ce que vous avez chez vous une ressource, peut-être un conseiller financier, un gestionnaire de la formation dédié et capable d'élaborer les dossiers de financement pour vos clients en respectant tous les critères de financement des OPCO? Est-ce que vous avez une ressource de la sorte chez vous? Ce qui peut être intéressant aussi, au-delà de cette question, c'est de savoir si cette ressource, c'est vous ou si dans vos activités, vous avez la possibilité de pouvoir demander cette activité à un collègue au sein de votre équipe. Tout à fait, tout à fait. Alors je vois que on a un peu de tout dans les réponses. Donc pas de ressources spécifiques, je vois. Donc l'activité est prise par une même personne. Ça peut être fait par le DAF ou une ressource externe, mais en majorité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de personnes, enfin en tout cas dédiées uniquement à cette activité-là. Tout à fait, hein. Et c'est bien le constat que l'on fait. Hein, c'est nécessaire, hein, et on va appuyer cette idée d'ailleurs. Et merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs un sondage qui a été un nouveau sondage qui a été publié sur cette question. Au-delà d'avoir une ressource ou non sur cette activité, de savoir comment vous vous évaluez sur votre capacité à pouvoir formuler des demandes de financement conformes pour justement aller chercher ces financements qu'on vous a présentés. Tout à fait. Donc, si on résume la situation, les entreprises cotisent pour leur formation. Or, beaucoup continuent de payer eux-mêmes en direct, peut-être pour celle-ci. Donc, vos réponses sont aussi la preuve qu'il y a plus que jamais le besoin de positionner des accompagnateurs, que ce soit chez vous ou même pour les entreprises de vos clients. Positionner des personnes qui vont aider vos clients à aller débloquer, à aller chercher ces fonds de formation auxquels ils ont droit et qui vont leur permettre de vous payer. Et tu fais bien de faire la remarque, comme tu as dit tout à l'heure, et si cette personne pouvait être vous? Si c'était vous, ou quelqu'un en tout cas chez vous? On peut passer à la diapo suivante. Oui, on a des retours sur le sondage qui vient d'être posé. Donc en termes d'évaluation, on a des disparités, mais je vais prendre les trois chiffres qui ressortent en majorité. Donc une évaluation à 5, donc on est ni compétent ou pas, on se positionne vraiment au milieu, donc il y a quand même un axe de progrès à avoir sur cette montée en compétences. 14% à 4, donc là on commence à aller en dessous de la moyenne, et à 12%, évaluation à 2. Donc on voit là déjà au vu des chiffres posés qu'il y a
je pense, un besoin de mieux comprendre comment formuler ces demandes-là pour obtenir les financements derrière. Tout à fait, Thomas, hein. Alors d'ailleurs, si vous avez déjà essayé de faire financer une formation par un OPCO, n'hésitez pas à écrire comment cela s'est passé, quel en a été le résultat. Voilà, vous pouvez nous en faire part. La plupart d'entre nous ici présents sommes des organismes de formation, donc on est entre nous. N'hésitez pas à communiquer vos histoires dans le chat également. Et merci beaucoup pour tous vos retours. Alors, on va maintenant pouvoir parler des étapes à franchir. D'accord? Parce que les organismes de formation souhaitent aider leurs clients à débloquer les fonds de formation pour pouvoir être payés. Eh bien, pour cela, il faut tout d'abord pouvoir identifier la diversité des financeurs et des dispositifs disponibles, chose qu'on va pouvoir vous montrer aujourd'hui. Il faut également comprendre le rôle et les spécificités de chaque financeur, parce qu'il y a de nombreux acteurs différents et ils n'ont pas tous les mêmes rôles et il n'y a pas toujours les mêmes dispositifs. Il existe de nombreux dispositifs de financement différents. Et donc, il faut pouvoir s'adapter aux différents fonctionnements chez chacun de ces financeurs. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous aider à monter en compétences pour pouvoir acquérir, développer cette compétence de demander des financements de façon à ce qu'ils puissent être accordés. Alors, tiens, on peut passer à la diapo suivante, Thomas. Alors là, je pense que on ne va rien apprendre principalement aux organismes qui ont déjà obtenu leur certification Calliope, puisqu'ils sont déjà au fait du fonctionnement sur les différents types de financeurs qui sont présents sur le marché de la formation. En revanche, ça peut déjà faire office de rappel, hein, d'avoir cet aperçu global du marché, mais surtout d'informer aujourd'hui les organismes de formation qui se posent la question de se lancer ou pas dans cette activité et de constater ce qui pourrait demain les intéresser dans le développement de leur activité par rapport aux formations qu'ils ont déjà à leur catalogue ou du contenu qu'ils souhaitent avoir prochainement. Tout à fait. Hein, donc ici, on voit bien les 11 OPCO différents. Alors pourquoi est-ce qu'on les mentionne ici? C'est pour nous aider à comprendre que chacun a son fonctionnement. Lorsque je vais déposer un dossier de formation, une demande de prise en charge, peut-être chez Acateo, on ne va peut-être pas me demander exactement les mêmes documents que chez Atlas ou chez OPCO EP. Chacun a également son fonctionnement propre, même si il y a bien entendu les généralités et la réglementation qui vient encadrer ça pour les mêmes règles pour tout le monde. Mais chacun a également ses spécificités. Et ça peut être intéressant pour vous de prendre le temps d'aller examiner les critères de financement de chacun de ces OPCO. Et puis, on peut passer à la diapo suivante. Donc, il y a les OPCO, qui sont des financeurs bien connus. On a une question de Aline qui est en lien avec cette slide, qui demande quel serait l'OPCO pour la petite enfance. La petite enfance. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse là tout de suite. Alors, ça peut être une information qu'on peut vous apporter. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'OPCO qui est rattaché à une entreprise? Parce que ce n'est pas que l'activité de l'entreprise, ça va dépendre de la convention collective, d'accord? La convention collective, l'IDCC, d'accord? Le numéro IDCC, c'est lui qui va venir déterminer quel est l'OPCO qui va venir s'occuper de cette entreprise pour les financements de la formation. Donc, on peut avoir deux entreprises différentes qui sont sur un secteur d'activité semblable, mais qui seront sur deux OPCO différents parce que peut-être l'IDCC ne sera pas le même. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est là qu'il vous faut aussi pouvoir développer cette expertise au sein même de votre organisme de formation, positionner quelqu'un qui puisse être formé pour pouvoir comprendre comment utiliser les dispositifs de financement. Alors, j'ai vu passer une autre question, puisqu'on est encore sur le sujet des OPCO. Alors, attendez, comme ça, une question. Alors, j'ai perdu le prénom, il me semble que c'était Anne-Marie, qui demande comment faire pour rejoindre un OPCO. Alors là, ce que je n'ai pas en information, c'est si c'est pour y travailler ou pour pouvoir demander ensuite le financement. C'est là où j'ai une interrogation. Très intéressant. Alors, les OPCO, en général, ce n'est pas l'organisme de formation qui va contacter l'OPCO. Et c'est là aussi peut-être l'autre étape à franchir. Il faut que vous puissiez accompagner votre client pour qu'il puisse, lui,
solliciter son OPCO selon le devis ou la convention de formation que vous lui aurez proposé. Alors, comment est-ce qu'il fait cela? Eh bien, il doit d'abord activer sa plateforme. La plateforme de l'OPCO n'est pas activée automatiquement. Le client, donc l'entreprise que vous souhaitez former, doit aller se rendre sur son OPCO et créer son compte pour pouvoir se faire vérifier et obtenir un conseiller qui lui soit dédié. Donc voilà comment tout commence. Il faut activer la plateforme chez l'OPCO concerné. Merci Donovan pour cette réponse. On va avancer là sur la présentation et passer à un autre type de financeurs qu'on va regrouper dans ceux qui ont pour mission une mission de service public. Donc, je te laisse détailler un peu plus. Voilà, donc peut-être que les entreprises ont chez eux des personnes en situation de handicap. Eh bien là, par exemple, l'AGFIF a des dispositifs de financement pour cela. Là aussi où ça devient très intéressant et où vous pouvez avoir un argument intéressant en tant qu'organisme de formation, lorsque vous proposez, vous faites vos propositions de formation, de projets de formation, c'est qu'il existe également des aides pour les entreprises qui acceptent et qui mettent en formation leurs salariés. Par exemple, lorsque une entreprise va mettre en formation, et on en reparlera encore tout à l'heure, quelqu'un en situation de handicap, il n'y a pas que l'organisme de formation qui peut se faire financer, mais il y a également l'entreprise qui reçoit une aide supplémentaire par rapport à la personne handicapée qui est mise en formation. Donc, tous les acteurs que vous voyez ici affichés ont eux aussi leurs spécificités. Transition Pro, par exemple, c'est des demandes de reconversion professionnelle. Les demandes se font en ligne. D'abord, ça va être le salarié qui veut faire sa reconversion, l'employeur qui doit déposer des documents et l'organisme de formation qui doit faire sa saisie niveau formation. Donc là, ça se fait en ligne. Mais l'AGFIS, par exemple, pour eux, ça se fait par correspondance, par envoi de mail. Voilà. Donc chacun a également son fonctionnement pour les demandes de prise en charge. Alors ensuite, autre type de financeur, c'est l'État, par lequel va passer d'ailleurs la gestion de l'ensemble des fonds de financement. Je te laisse détailler cette partie aussi. Voilà, donc la région va venir financer des formations. France Travail également, on va en parler tout à l'heure avec les POI ou encore l'AIF. Ce sont des dispositifs financiers qui existent, qui servent aux demandeurs d'emploi, les missions locales. Voilà, l'Europe aussi, il y a un fonds de la part du Conseil européen qui est dédié à la formation. Alors, c'est intéressant de pouvoir se renseigner sur tous ces acteurs parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités non seulement pour celui qui veut être formé, mais également pour l'organisme de formation qui veut faire ses propositions et peut-être amoindrir le coût pour son client. Alors, on a maintenant une liste qui est non exhaustive d'exemples de dispositifs que vous retrouverez en fonction du type de financeur en lien avec ce dispositif-là. Quels sont les dispositifs principaux vers lesquels on peut faire un focus, Donovan? Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire un focus sur le contrat de professionnalisation, également sur la PROA. On va également parler du plan de développement de compétences, auquel la plupart des entreprises et associations ont droit, et également le POI. Alors d'ailleurs, je rebondis, je vois quelqu'un qui a écrit « Les POE sont financés par les OPCO et non France Travail ». Alors ça va dépendre. Les POE, ça va dépendre si c'est une POEC ou une POI. En fonction de l'un ou de l'autre, parfois il y aura le concours de l'OPCO et parfois non. Parfois il s'agira simplement de France Travail en tant qu'interlocuteur. Voilà. Alors, l'objectif aussi de ce webinaire, c'est d'apporter une réflexion pour les organismes qui ont déjà la certification Calliope, de pouvoir identifier au travers des dispositifs disponibles et de l'activité qu'ils réalisent déjà, de voir quelle passerelle il est possible de mettre en place pour s'assurer que derrière, l'activité qui est en place vous permette l'accès justement à ces financements. Et si ce n'est pas le cas, de voir comment aujourd'hui votre offre de formation peut évoluer pour accéder à ces financements. Donc les deux facteurs principaux vont être le type de formation, savoir dans quel secteur vous êtes,
Est-ce que c'est plutôt du management, du marketing ou alors autre chose? Et ensuite, le type de public visé, plutôt en projet de reconversion, demandeur d'emploi. Ça va permettre d'avoir, une fois ce portrait dressé, d'y voir plus clair sur les financements que vous pourrez aller chercher et vers ceux aussi vers lesquels vous souhaitez vous tourner. Donc ça, c'est une réflexion à vous apporter. Je vous laisse, effectuer cette réflexion de votre côté avec le mental de pouvoir évoluer sur, le projet qui est en place ou celui que vous voulez, voir à terme. Alors, on approche maintenant sur, la 4e partie de ce webinaire, hein, qui, concerne les conditions d'accès, au financement. Donovan, tu en as énoncé, 3-4 tout à l'heure. Je vais te laisser la parole maintenant sur, la présentation, hein, de ces dispositifs et aussi, la nécessité, lorsque ces dispositifs se présentent, de faire comprendre au client final, qu'il y a un besoin de son côté de pouvoir mettre en marche ces demandes-là, puisque c'est l'attente d'ailleurs du financeur. Lorsqu'il y a une demande de financement, c'est que la demande provienne du client et non de l'organisme qui va, dérouler la prestation. Tout à fait, Thomas, hein. Et c'est très important pour un organisme de formation à comprendre. C'est que les OPCO et les financeurs n'aiment généralement pas s'adresser directement à l'organisme de formation. Ils préfèrent s'adresser à l'entreprise, qui est le client, qui est, lui, en mesure de pouvoir déterminer ses besoins. Et c'est là que l'organisme de formation doit en réalité accompagner son client dans la formulation de ses demandes auprès des financeurs. Donc, ça veut dire, par exemple, concrètement, peut-être établir un mandat, que l'entreprise puisse mandater l'organisme de formation pour l'aider dans ces démarches-là. Ainsi, l'organisme de formation agit également comme un cabinet RH qui va l'aider à formuler toutes ces demandes de financement afin de pouvoir bénéficier des dispositifs qui sont disponibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à saisir. C'est que vous devez travailler avec votre client. C'est lui qui a toutes les données sur les salariés et c'est lui qui a la clé pour pouvoir débloquer les fonds de financement. Alors, on va parler, dans un premier temps, du contrat de professionnalisation. Alors, c'est un contrat qu'il ne faut surtout pas confondre avec le contrat d'apprentissage. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose et il ne s'exerce pas de la même façon. Et il ne s'adresse pas non plus au même public. Alors, on a une question qui est peut-être d'ailleurs en lien avec ça, une question de Erika. Hormis les OPCO, existe-t-il d'autres financeurs pour les contrats d'apprentissage qui pourraient être complémentaires au financement de formation? Alors, pour ce qui est des contrats de... Alors, elle a parlé d'apprentissage, c'est cela, Thomas? Oui, c'est bien ça. Ok, l'apprentissage, à mon niveau, je sais que les OPCO sont ceux qui financent cela. Tout à fait. Et d'ailleurs, le contrat d'apprentissage est le contrat qui, on va dire, est le plus connu. Pourquoi on vous parle ici du contrat de professionnalisation? C'est que même en termes de financement pour l'organisme de formation, il est plus intéressant. Et vous avez également des arguments auprès de votre client. À chaque fois qu'il va souscrire pour un contrat de professionnalisation, il va recevoir une aide de la part de France Travail, l'AFE, l'aide forfaitaire à l'employeur, de jusqu'à 2 000 € par personne qui est mise en formation. Donc, si votre client met 10 personnes en formation, ça lui fait une aide au bout de 3 mois de 20 000 € simplement parce qu'il a mis ses salariés, son personnel en formation. Vous venez vers lui, vous lui proposez ce service-là, que vous allez faire monter en compétences leur personnel, que vous allez être à leur côté. C'est un contrat d'alternance où vous allez former, peut-être même en situation de travail, le salarié, le personnel de votre entreprise, enfin de l'entreprise de votre client, et vous allez et vous gagnez en réalité un client à long terme parce que c'est d'une durée de 6 mois à 2 ans. Alors, les conditions pour accéder au contrat de professionnalisation, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Je vois les questions qui passent. Il faut être Calliope, un organisme de formation Calliope, et il faut proposer des formations qui sont enregistrées au RNCP. Et rien qu'avec votre certification Calliope,
Vous pouvez proposer des formations qui ne nécessitent pas d'habilitation particulière de la part du RNCP, telles que des CAP, des bacs pro, des BTS, qui sont en lien avec le métier de votre client, qui d'ailleurs chez les OPCO, ils appellent ça des formations cœur de métier. Et ainsi, les salariés, le personnel de ces entreprises sont en mesure d'avoir des vraies formations professionnalisantes qui leur permet même à la fin de pouvoir soit passer en centre d'examen, soit passer la validation par acquis de l'expérience via la VAE pour obtenir leur titre ou le diplôme qui était visé. Et bien entendu, ce sont des formations qui sont prises en charge par les OPCO et il faut pouvoir organiser ça avec l'employeur. C'est-à-dire que le contrat de pro, ce n'est pas un sous-contrat, ça reste le CDI, le salarié de votre client reste en CDI. Simplement, on revoit le contrat de travail pour indiquer dedans qui est le tuteur. Parce qu'il faut également un encadrement de la part de l'employeur pour vraiment formaliser. C'est ça que l'OPCO veut, que la loi veut, que la formation puisse être encadrée tant par l'organisme de formation que par l'employeur qui va positionner des tuteurs pour cette formation. Alors, l'avantage pour l'entreprise, c'est que la formation se fait sur le temps de travail en général. Et donc, pendant que la personne est sur son temps de travail, vous l'aidez à gagner en performance et à s'améliorer dans son activité. Donc ça, c'est pour le contrat de professionnalisation. Peut-être on peut passer au suivant, voilà. Et maintenant, on peut parler du plan de développement des compétences, donc le PDC. Alors, le PDC, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du budget qui est alloué en général aux entreprises ou même aux associations. Ils ont tous un plan de développement de compétences, d'autres en ont plus encore, on appelle ça le plan conventionnel. Alors, pour ce dispositif-là, les exigences sont moins élevées, on peut le dire. Il n'y a pas de nécessité, par exemple, d'une formation reconnue au RNCP. L'organisme de formation Calliope vient proposer sa formation qui a pour but de développer les compétences des salariés de l'entreprise. Et vous faites la demande, l'entreprise fait la demande à l'OPCO en utilisant votre devis, votre convention, votre programme de formation. Et selon le budget qui est alloué, vous pouvez retrouver les critères de financement en général sur le site de l'OPCO, eh bien, la formation est couverte soit entièrement, soit partiellement par l'OPCO selon le budget qui est encore disponible chez votre client. Donc ça, c'est le plan de développement des compétences. Alors, pour contrat de professionnalisation adapté, ah oui, la PROA. Donc ici, c'est plutôt la PROA. Donc ici, il s'agit d'un programme de reconversion professionnelle au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire que parce que le salarié va recevoir une formation, d'accord, à l'intérieur de l'entreprise, elle va gagner en compétences. L'objectif ici, c'est soit de la positionner sur un poste plus élevé, ou parce qu'elle est montée en compétences, eh bien, peut-être que son coefficient hiérarchique peut s'élever également. Donc ici, on est en général sur des formations plus courtes, bien plus courtes que le contrat de pro. Alors, je vois les informations qui sont affichées ici, Thomas, il y en a quelques-unes à revoir. La durée, pour la PROA, ce n'est pas 24 mois. En général, c'est jusqu'à 6 mois. Mais en tout cas, c'est dans le support. Alors. Oui, c'est cela. Voilà, donc ne tenez pas compte de la durée qui est indiquée ici. En général, c'est une formation bien plus courte. Et donc, le financement de prise en charge par l'OPCO, en général, est de 3 000 € pour une formation de ce genre par salarié. Donc, et il s'agit également de formations sur des titres RNCP ou des CQP. Si vous n'avez pas d'habilitation particulière, vous pouvez en proposer avec des bacs pro, des BTS, selon le métier de votre client. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier lorsque vous proposez une formation RNCP. Est-ce qu'il y a une université qui est déjà rattachée, d'accord, sur France Compétences, vous pouvez le voir. Si ce n'est pas le cas, si la certification appartient au ministère de l'Éducation nationale ou peut-être au ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche, en général, vous pouvez vérifier, c'est au cas par cas sur les diplômes. S'il n'y a pas d'habilitation obligatoire nécessaire, eh bien, vous pouvez proposer cette formation-là à vos clients. On a une question qui remonte déjà à la slide précédente. Alors, ça a fusé, on reviendra dessus à la fin, le plus que possible. Une question sur le PDC. Faut-il que le client soit salarié avec une ancienneté ou en CDI pour pouvoir proposer ce type de dispositif? Alors, en général, il suffit que le salarié soit simplement salarié de l'entreprise, qu'il soit en CDD, en CDI. À partir du moment qu'il fait partie de l'effectif de l'entreprise, on peut l'ajouter à la liste des stagiaires dans la proposition de formation. Et une question de Thierry qui concerne cette slide, donc sur le Pro A. Donc bonjour, le Pro A est très méconnu de la part des entreprises. Quels sont vos conseils pour retrouver la branche professionnelle des formations éligibles à la Pro A? Alors en général, il vous suffit d'aller sur le site de l'OPCO de votre client. Vous cherchez en général sur le site de l'OPCO, ils ont réparti en fonction de la branche. Donc vous allez dans la rubrique qui concerne la branche de votre client et vous pourrez regarder, vous pourrez retrouver les critères de prise en charge pour la Pro A, pour le contrat de pro, pour le PDC, pour l'ensemble des dispositifs disponibles. Il y en a d'autres, hein, vous verrez, que l'OPCO propose. Ici, on ne parle que des principales en tout cas. Donc, il faut consulter le site internet de l'OPCO. Et pour savoir c'est quel OPCO, eh bien, il vous faut connaître la convention collective à laquelle appartient votre client. Alors, en ce qui concerne l'envoi de vos questions, je vous informe qu'il est plus pratique pour nous de traiter les questions formulées dans l'espace correspondant, donc l'onglet questions, puisqu'on a d'afficher, on a la possibilité d'apporter une réponse à l'écrit, donc savoir si une réponse a été donnée. Et pour vous, c'est aussi la possibilité de pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent. Et donc, lorsqu'on fait un tri par vote, on peut apporter une réponse plus rapidement à une question ou une autre. Voilà, tout à fait. Alors, juste avant de parler de la POI, on n'a pas parlé du budget alloué en général au contrat de pro. Donc là-dessus aussi, vous pouvez consulter sur le site de l'OPCO. Mais comme ce sont des formations longues, ce sont des budgets qui sont en général très intéressants pour les organismes de formation et également pour les entreprises parce qu'il y a une aide par l'OPCO tant pour l'entreprise, ça dépend de la branche, mais très souvent il y a une aide pour l'entreprise et les budgets sont très intéressants également pour l'organisme de formation. À titre d'exemple, on a déjà travaillé sur des budgets de formation qui ont été débloqués à hauteur de plus de 50 000 € rien que pour une personne. En général, ça varie entre 20 et 30 000 € en fonction de l'OPCO et de la branche. Mais voilà, c'est une information bonne à savoir qu'il est possible de pouvoir débloquer ce budget-là pour le financement des formations pour vous en tant qu'organisme de formation. Alors ici, la POI est aussi très intéressante parce que avant même que le salarié devienne un personnel de l'entreprise, eh bien, le demandeur d'emploi peut déjà être mis en formation avec son futur employeur. Alors, il peut le faire sans le concours d'un organisme de formation, mais c'est également possible avec le concours de l'organisme de formation. Donc, l'organisme de formation peut proposer à un de ses clients, OK, lorsque vous allez envisager un recrutement, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous allons pouvoir aider votre future embauche à pouvoir être opérationnel dès son emploi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça POI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Voilà. Donc ça s'adresse à qui? Aux demandeurs d'emploi qui se préparent pour un poste spécifique. L'entreprise, comment est-ce qu'elle fait? Elle doit déposer d'abord une annonce sur France Travail. C'est l'entreprise également qui va annoncer à France Travail qui va être l'organisme de formation. Et à ce moment-là, France Travail se prononce sur la demande de prise en charge. Alors, il y a une question qui a remporté 5 votes, hein, la première qui apparaît dans la liste.
Donc, je pense que c'est surtout en lien avec les récentes évolutions qu'il y a eu avec la réforme ACRE surtout. Question de Laurence. Donc, pour tous les organismes certifiés Calliope en action de formation et qui se sont fait virer de la plateforme EDOF pour l'accès au CPF, que proposez-vous comme solution? Alors, à ce moment-là, ce ne sera pas vis-à-vis du CPF, mais si l'accès au CPF vous a été momentanément coupé pour différentes raisons, eh bien, tournez-vous vers d'autres sources de financement. Vous pouvez vous tourner vers les OPCO qui, en général, aiment beaucoup travailler avec leurs adhérents. Ils appellent cela comme ça. Leurs adhérents, ce sont les entreprises qui sont adhérentes chez elles. Et l'entreprise qui peut-être est en relation avec un organisme de formation peut demander une prise en charge. Et à ce moment-là, vous pourrez obtenir des demandes de financement auprès de l'OPCO. Si vous souhaitez récupérer votre habilitation sur la plateforme EDOF, eh bien, il va falloir contacter l'organisme concerné afin de pouvoir leur démontrer que vous remplissez les conditions requises. Et si c'est pour des raisons de type de formation qui ne sont plus aujourd'hui éligibles au CPF, il y a d'autres possibilités. Alors, soit uniquement au travers de la certification Calliope, ce sera d'ajouter à un périmètre d'activité soit du bilan de compétences ou de la VAE, puisque ces prestations sont éligibles directement au CPF sans avoir à entamer de démarches supplémentaires, ou soit, donc là ce sont des démarches qui vont prendre plus de temps, d'avoir un partenariat avec un certificateur professionnel qui lui-même aurait déjà une certification enregistrée sur le CPF, notamment via l'ERS ou le RNCP. Ou troisième possibilité, c'est de vous-même déposer cette certification, donc ce qui prendrait encore plus de temps. Donc là, voilà, tout dépend du temps, de l'argent, de vos ressources que vous souhaitez accorder sur ce projet. Donc vous avez trois possibilités avec Calliope ou avec un partenaire ou de le faire vous-même avec une certification déposée. C'est ça, tout à fait. Tu fais bien, Thomas, de parler de la sous-traitance. Si vous avez un partenaire qui est déjà affilié CPF, inscrit au CPF sur EDOF, vous pouvez travailler avec lui et agir en sous-traitance avec lui selon vos accords de partenariat. Alors, on aimerait vous parler ici d'un cas pratique. Le contrat de professionnalisation est très avantageux. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, le budget qui peut être alloué peut être important et permettre à un organisme de formation de pouvoir prospérer dans son domaine. Mais ce qu'il faut savoir, on prend un exemple ici, pour 50 salariés à mettre en formation, d'accord, réunir les documents, collecter les données et saisir en ligne, l'entreprise qui n'est pas formée au dispositif de la formation, cela va leur prendre énormément de temps. Plus d'une semaine probablement pour rassembler, collecter les données des salariés, plusieurs semaines ensuite pour communiquer avec l'OF toutes les données, préparer les conventions, les programmes, préparer le CERFA, voilà, et puis des heures de saisie par apprenant. Et même en étant à plusieurs salariés, cela peut prendre jusqu'à 1 mois pour pouvoir déposer un dossier. Alors qu'une entreprise qui a chez elle déjà, qui a positionné chez elle un gestionnaire de la formation, un conseiller formation qui est formé et outillé, eh bien peut, en moins d'une demi-heure, avec les logiciels adaptés, créer l'ensemble du dossier. Vous imaginez ça pour 50, vous cliquez sur le bouton, cela génère tous les documents dont vous avez besoin. Et ensuite, il n'y a plus qu'à saisir par apprenant. Alors là, il n'y a pas de lien automatique sur la plateforme OPCO encore. Il faut le faire en direct, un à un à la main. Mais cela ne vous prendra plus que 7 à 8 minutes par salarié à saisir. Donc, en réalité, en une journée de travail, eh bien, vous pouvez déposer un dossier complet à l'OPCO. Alors, voici la saisie d'un contrat de pro sur AKTO. Donc ça, c'est côté client. Il suffit qu'il clique sur une nouvelle demande de prise en charge. Vous sélectionnez contrat de professionnalisation. On peut passer à la diapo suivante. Et ensuite, vous voyez ici, il y a les 5 onglets. 6 onglets plutôt. 5 onglets à saisir, plus la synthèse et les documents. Donc, il vous faut donner les informations au sujet de l'employeur. Ensuite, les informations au sujet du salarié. Là, tu peux montrer la diapo suivante. Donc, sur le salarié, il vous faut le nom de naissance, le prénom, le numéro de sécurité sociale.
S'il s'agit d'un contrat pro, et surtout un contrat initial, eh bien, il vous faut le numéro de France Travail, le numéro Pôle emploi de la personne que vous mettez en formation, savoir depuis combien de temps elle a été mise en formation. Donc, ça veut dire que vous devez obtenir l'attestation de période d'inscription à France Travail. Vous devez savoir si la personne est travailleur handicapé, etc. Donc, cela vient bien souligner qu'il vous faut une bonne communication avec votre client pour pouvoir monter un tel dossier. Ensuite, au sujet du contrat, eh bien, les dates. Il faut bien déterminer les dates de début, date de fin. Maximum 2 ans sur un RNCP lorsque la personne n'est pas en public prioritaire. Ensuite, il vous faut saisir les modules de formation. Ensuite, vous avez la synthèse et bien entendu les documents. Donc, chez Acateo, par exemple, qu'est-ce qu'il demande? Donc, tu peux montrer la diapo d'Acateo. Voilà, donc la synthèse ici, vous pouvez vérifier les informations. Et puis le CERFA. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, sur beaucoup d'OPCO, sur leur plateforme, vous pouvez générer le CERFA. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il fallait le saisir à la main. Aujourd'hui, on peut le générer, ce qui est très pratique, et déposer la convention. Chez un autre OPCO, ça va peut-être être simplement le programme qu'ils vont demander. Donc, voici un exemple de contrat de professionnalisation. Est-ce que vous voyez tous les champs qu'il y a à remplir? Vous comprenez bien que si vous demandez à l'employeur, à l'entreprise, au client de saisir tout ça tout seul, vous pourrez attendre longtemps avant que le dossier soit terminé. C'est pour ça qu'on souligne vraiment l'importance de positionner quelqu'un chez vous qui va accompagner le client en tant que cabinet RH, gestionnaire de formation, conseiller formation, pour l'aider à saisir les dossiers. Alors, on a des questions qui concernent le passage qui vient d'être abordé. Une question de Catherine. Pour avoir ses accès à la plateforme Acto, est-ce via l'accès du client ou via le sien? Car Acto lui a demandé d'avoir un accès plateforme, mais elle n'a pas accès aux données du client lui-même. D'accord. Alors, Acateo est une exception. Chez Acateo, il y a l'accès adhérent, donc entreprise, client, et il y a également l'accès prestataire, donc organisme de formation. Donc, il faut vérifier sur quel accès vous êtes. Donc, si vous êtes sur votre propre compte, vous êtes probablement sur le compte prestataire. Sur côté Acateo, vous pouvez pré-saisir pour votre client et lui, il n'aura plus qu'à valider de son côté. Donc ça, c'est un avantage avec Acateo. Si vous n'avez pas encore cet accès, eh bien, il vous faudra demander à votre client de peut-être vous donner ces accès et formaliser cela via un mandat de gestion qu'il va pouvoir vous donner afin que vous puissiez agir pour lui. Donc, vous créez cet espace, vous allez sur le site Acateo ou sur le site de l'OPCO, vous faites créer le compte, l'espace, vous rattachez à l'entreprise, vous mettez le SIRET de l'entreprise ou l'entreprise met son SIRET, et puis vous avez le compte qui est créé. Pour rester sur le sujet des contrats pro, une question de Erika. Comment valoriser le contrat pro pour le rendre plus avantageux que le contrat d'apprentissage dû aux aides à l'embauche qui ont été supprimées? Alors, niveau contrat pro, il faut savoir que l'employeur va être exonéré de certaines charges sociales, en particulier des charges patronales. Donc, il réalise déjà une économie là-dessus pour chaque salarié qui est mis en formation. En plus de cela, il va y avoir une aide supplémentaire qui va être déboursée, qui est pour l'employeur, cette fois-ci, par France Travail. Donc, on a parlé de l'aide AFE, donc 2 000 € par personne, plus si quelqu'un est en situation de RQTH, il y a une aide supplémentaire à l'employeur de 3 000 à 5 000 € en fonction de la situation pour venir en aide à l'employeur parce qu'il met son salarié en formation. Donc, en général, lorsque vous proposez le contrat de pro, c'est beaucoup plus simple, non seulement pour vous, mais également pour l'employeur. Vous pouvez être sur le terrain directement aux côtés du salarié et vous agissez vraiment comme un formateur sur le terrain dans la situation de travail. Donc, la personne n'est pas mobilisée, elle n'est pas hors travail. Parfois, dans le contrat d'apprentissage, ils sont vraiment dans le centre de formation et après, ils sont dans l'entreprise. Là, maintenant, vous pouvez tout regrouper en une seule et même fois
être avec eux dans l'entreprise pour les accompagner les former dans leur entreprise. Merci Donovan pour la présentation de ce cas concret sur le contrat de professionnalisation. On va maintenant laisser la parole à Cindy qui va pouvoir nous faire part de son témoignage ou de son expérience dans le secteur de la formation professionnelle. Peut-être déjà, Cindy, que penses-tu des échanges que nous avons eus avec les participants et du contenu du webinaire pour l'instant? Bah écoute, c'est du vécu, parce que comme je suis moi-même, je vais me présenter après, mais je suis moi-même organisme de formation et j'ai eu l'occasion d'être sur ces problématiques que les personnes partagent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être résolu. Donc ça ne fait que, ça me fait plaisir, voilà, de voir que les gens ont été confrontés aux mêmes situations que j'ai moi-même vécues. Ok. Et oui, tout à fait. Alors, Cindy, toi qui étais auparavant salariée au sein d'un OPCO et qui aujourd'hui est de l'autre côté, quel est ton témoignage? Je te laisse te présenter et nous parler de ce que tu as remarqué. Oui, oui. Alors déjà, bonjour à tous. Donc je suis, voilà, je me présente Cindy Coulin. En plus de mener mes missions au sein de Tech in France, j'exerce en tant que coach professionnel, consultante RH et j'ai mon organisme de formation. Donc, si je vous parle ici aujourd'hui, c'est parce que mon parcours professionnel dans le champ de la formation et notamment au sein d'un OPCO m'a donné une perspective unique sur les enjeux du financement de la formation. Il y a une vingtaine d'années, alors les personnes qui ont une solide expérience professionnelle sur ce champ se reconnaîtront dans ce que je vais partager. Le paysage était complètement différent. Les entreprises soumettaient une demande de prise en charge avec un programme, un devis, et c'était plutôt simple. La validation était généralement acquise et il y avait très peu de contrôle sur la réalisation effective des formations. Et globalement, il y avait quasiment pas de gros freins existants, on va dire. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué aujourd'hui dans ta pratique sur le terrain qui peut nous aider? Alors, aujourd'hui, en étant de l'autre côté de la barrière, je constate que cette complexité a un impact sur les entreprises. Dans mes échanges avec les professionnels RH et les dirigeants, je constate des difficultés face aux procédures pour demander, pour obtenir des financements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ignorent simplement l'existence de certains dispositifs de financement. Et d'autre part, celles qui les connaissent, eh bien, parfois ne savent pas comment répondre aux exigences des financeurs. Et attention, enfin, il y a une petite vigilance aussi à avoir. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'organisme de formation de faire ces démarches, c'est vraiment au financeur. C'est le financeur attend à ce que ce soit l'entreprise qui s'en charge. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité du terrain? Eh bien, aujourd'hui, comme on demande à ce que effectivement ce soit l'entreprise qui s'occupe de cela, eh bien, les services RH se voient globalement affectés de nouvelles missions. Donc, par exemple, avec l'arrivée de l'entretien pro, la mise en place de la QVT au travail, etc. Eh bien, c'est une tâche qui se rajoute à leur mission principale et ça devient donc, ils sont confrontés à une problématique de temps. Et quel est l'impact, eh bien, sur le volet formation? Eh bien, lorsqu'ils doivent s'y consacrer, eh bien, ils se retrouvent soit à survoler le sujet, soit à faire le strict minimum. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce n'est vraiment pas par manque de, c'est pas une histoire de manque de volonté, c'est simplement parce qu'ils sont confrontés à un problème qui est le temps. Et parfois même, ce que j'ai vu, c'est que même s'ils parviennent à se former, eh bien, le dispositif peut devenir très rapidement obsolète. Ce qui était valable l'année précédente ne l'est plus forcément au cours de la même année. Et puis, entre-temps, eh bien, il y a eu des nouveaux enjeux qui apparaissent. Tout à fait, hein. Et qu'en est-il, tu dirais, pour les PME, les TPE? Alors, d'un autre côté, les TPE, les PME, c'est le public d'ailleurs que j'ai le plus souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils y consacrent encore moins de temps parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'embaucher des ressources dédiées.
Généralement, ça peut être une seule personne qui détient plusieurs casquettes, qui va s'occuper un petit peu de la gestion RH, un peu de la formation, un peu de la gestion administrative ou peut-être un peu comptable. Et quand vient le moment de former un salarié, eh bien, c'est cette personne polyvalente, mais non spécialiste, qui se retrouve à devoir comprendre un ensemble de dispositifs, tous différents les uns des autres. Et je dirais que c'est là que vous allez intervenir. Et c'est ça qui va être une véritable opportunité pour vous. Parce que si vous avez de bons outils, si vous avez les logiciels adéquats, eh bien, vous pouvez devenir des facilitateurs essentiels pour ces entreprises pour le temps que vous leur faites gagner. Alors, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire à partir du moment où vous prenez en charge l'ensemble du processus, c'est-à-dire du dispositif initial jusqu'au dépôt du dossier, jusqu'à la fin, jusqu'au dépôt du dossier, eh bien, vous leur permettez de se consacrer à leur cœur de métier pendant qu'ils obtiennent leur financement. C'est ça que vous allez pouvoir vous apporter cette plus-value. Donc, en résumé, je dirais que, vous, organisme de formation ou entreprise, il vous faut prendre ce rôle d'expert en gestion et financement de la formation en tant que conseiller formation pour vos clients. Lorsque vous agirez ainsi, vous n'êtes pas simplement des prestataires administratifs, vous allez être des partenaires stratégiques pour vos clients et vous allez permettre aux entreprises de naviguer dans le monde complexe de la formation professionnelle et de son financement. Et vous allez ainsi les permettre de les libérer de cette charge que vous allez pouvoir leur offrir ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire le temps, l'efficacité et les financements. Tout à fait, Cindy. Et merci beaucoup d'avoir souligné ce point. C'est vraiment très intéressant parce que qu'est-ce que l'on remarque? Auparavant, qui s'occupait, par exemple, des bulletins de paye et ce genre de choses? C'était le comptable au tout début. Puis au fur et à mesure, le métier de RH s'est précisé, a évolué, jusqu'à ce qu'on ait le métier de RH en soi. Et là, qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui avec le temps? Eh bien, on a le métier de gestionnaire de la formation, de conseiller formation qui vient lui aussi se préciser, qui normalement était au sein du RH, mais comme tu l'exprimes, le RH, il est débordé par rapport à tout ça. Eh bien, il faut aujourd'hui un gestionnaire de la formation au sein même, soit de l'entreprise, soit de l'organisme de formation pour pouvoir s'occuper de ces demandes de financement. Merci beaucoup à toi pour ton témoignage, Cindy. C'était très intéressant. Merci, Cindy. On a d'ailleurs une question de la part d'Olivier qui réagit, je pense, à ce témoignage, parce qu'il a compris le message sur le fait de pouvoir assister, en tout cas accompagner son client à la demande de financement. Dans le cas où justement l'organisme fait ce travail-là, combien de temps cela demande de faire ce travail du début jusqu'à la fin pour une demande de formation, de financement, pardon. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça va vraiment dépendre de la formation de la personne qui est au sein de la structure. Est-ce qu'elle est formée au dispositif de financement qui existe? Et quel est le dispositif que vous allez cibler, que vous allez utiliser, que vous allez proposer à vos clients? Ça va toujours être relatif à tout cela. Donc, ça peut être très rapide si la personne est bien formée, qu'elle est bien outillée, qu'elle a les bons logiciels pour pouvoir générer les documents qui soient conformes. Parce qu'il suffit que le document ne soit pas conforme ou qu'il y ait une information manquante, etc. Et là, ça vient retarder tout le processus du dossier parce que vous déposez la demande, mais la demande est incomplète. L'OPCO ou le financeur vous fait un retour, une relance et vous dit on ne peut pas traiter la demande en l'état, merci de modifier ceci ou cela. Donc, il vous faut vraiment quelqu'un qui soit formé à l'intérieur de chez vous, qui puisse s'occuper et prendre en charge cette responsabilité des demandes de prise en charge de financement de la formation. Une réflexion intéressante d'ailleurs qui a été posée par Christiana qui demande si ce temps d'accompagnement peut être facturé au client. Ce ne sera pas du coup compté en tant que prestation de formation, mais le fait de pouvoir faire ce travail pour le client, je pense que d'un point de vue marketing, ça peut être intéressant d'orienter commercial la vente sur ce point. En tout cas, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Donovan? C'est une bonne idée. En tout cas, une chose est sûre, vous pouvez avoir un contrat de prestation RH, agir en tant que cabinet RH avec votre client. Vous pouvez aussi avoir un contrat de partenariat avec lui, de sorte que
voilà, il vous donne facilement accès à toutes les données dont vous avez besoin. Tout comme vous avez des cabinets RH extérieurs ou des cabinets comptables extérieurs, vous pouvez avoir un cabinet gestionnaire de la formation extérieure et vous proposer vos services de la sorte, soit par le biais d'un contrat de prestation ou d'un contrat de partenariat selon la forme que vous trouvez le plus approprié pour votre client. Merci Donovan pour cette réponse. Donc on est à la conclusion de ce webinaire avant qu'on passe aux questions et réponses. Il en reste encore, alors j'ai pas de compte, mais j'ai l'impression qu'il y a environ une trentaine, voire quarantaine de questions. Alors je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais on fera en sorte de prioriser celles qui ont obtenu le plus de votes. Donc je vous invite une fois de plus à aller apporter des votes supplémentaires si vous avez une question qui vous intéresse en priorité. Donc en conclusion, en 3 points, donc le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'aspect financement en formation représente une opportunité de rentabilité supplémentaire, que ce soit pour l'organisme de formation, puisque c'est, avec ces financements qu'il va pouvoir obtenir, la le chiffre d'affaires qu'il réalise et aussi du point de vue de votre client, puisque lorsque cette action de formation ou tout autre type de prestation est prise en charge, ce fera pour lui une dépense en moins et donc c'est un bénéfice qui est gagnant-gagnant. Le deuxième point, c'est que pour faciliter cette prise en compte des demandes de financement, il y a une compétence aujourd'hui qui est celle de la gestion de l'activité de formation qui doit être prise en charge du côté de l'organisme pour faciliter justement le déroulement de ces demandes. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a donc cette opportunité de monter en compétences sur laquelle peut-être moins d'organismes aujourd'hui sont spécialisés et qu'elle pourrait être considérée comme une évolution dans l'activité de formation avec pourquoi pas, on l'a vu en tant que suggestion, de pouvoir ajouter dans la prestation avec son client de comptabiliser l'accompagnement qui est pris dans le fait de pouvoir formuler les demandes de financement en termes d'accompagnement. Merci à toi Donovan pour être intervenu et merci à toi aussi Cindy. Donc merci pour la qualité de vos interventions, de votre témoignage. Donc on va pouvoir passer à la suite, notamment sur les questions-réponses. Mais avant ça, quelques rappels, notamment sur l'accès à vos coordonnées. Donc vous avez celle de ICPF 01 75 43 84 65 pour tout ce qui va concerner vos projets de certification en tant qu'organisme certifié pour obtenir une nouvelle catégorie à votre périmètre si cela concerne une extension de certification ou plutôt en tant que professionnel qui souhaite s'engager dans la démarche Calliope sur un audit initial pour justement bénéficier de toutes ces opportunités de financement qu'on vient de voir et accéder à ce marché. Et sur un autre plan, donc, vous avez également les coordonnées de Tech in France qui ont aujourd'hui cette expertise en formation professionnelle, donc notamment sur la gestion des offres de financement et des dispositifs. Donc vous avez leurs coordonnées au 07 56 88 19 85. On pourra également vous partager les adresses email respectives dans l'accès au support que vous aurez à la fin de la présentation. Donc, dans quelques minutes, vous allez recevoir, après le webinaire, un email automatique dans lequel vous retrouverez un questionnaire de satisfaction et en complétant ce questionnaire, vous aurez donc 2 éléments. Le premier, c'est le replay en haute définition. Il faudra patienter quelques minutes le temps que la vidéo se sauvegarde et le deuxième contenu, c'est la présentation au format PDF. Alors, on va pouvoir maintenant passer aux questions. Donovan, est-ce que tu as repéré une question que tu as envie de traiter ou peut-être Cindy dans l'espace correspondant? Alors, Vous avez la possibilité de les traiter par vote ou par date. Je vois qu'il y a également Colin qui a apporté des réponses à l'écrit à certaines questions. voilà. Alors, il y a la question 10. Est-ce qu'il existe un logiciel ou des outils qui permettent de pouvoir créer des conventions, des programmes et d'être dans les règles de chaque OPCO en peu de temps? Car malheureusement, c'est laborieux et long, la conception des dossiers. Merci beaucoup, Laurine, pour ta question. Alors, à ce sujet, on a effectivement chez Tech in France des outils pour cela, des logiciels. Vous pouvez consulter sur notre site internet et faire votre demande parce qu'on peut mettre
à disposition des organismes de formation et également des entreprises ces logiciels-là qui vous permettent de pouvoir générer très rapidement, que ce soit pour 50 ou 100 personnes à mettre en formation, tous les documents dont vous avez besoin, donc les conventions, les programmes, les CERFA, les attestations de début de formation, de fin de formation, etc., etc. Alors, question de Laurent, comment connaître les financements région et Europe? Qui faut-il contacter? Alors, pour les financements de la région, vous avez par exemple, vous pouvez vous tourner vers les acteurs tels que France Travail, Transition Pro. C'est en général vers eux que les budgets de financement régionaux peuvent être sont accordés. En fait, c'est eux qui vont les administrer. Vous pouvez vous tourner vers eux. Et pour ce qui est des fonds européens, vous avez chez l'OPCO le FSE, il me semble, qui est justement le fonds qui utilise justement le fonds européen. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de l'OPCO et de vous renseigner sur les critères de prise en charge pour ce dispositif. Alors, question suivante de Alizé. Pour le contrat de professionnalisation, faut-il être certifié Calliope? Oui, tout à fait. Il faut être certifié Calliope. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez travailler en partenariat avec un organisme de formation qui est Calliope, mais vous avez l'obligation de détenir le NDA si vous agissez en qualité de sous-traitant. Donc, voilà, il vous faut le Calliope pour pouvoir faire appel à ce dispositif. Alors, question suivante posée par Elodie. Comment obtenir un financement par l'AGFIS? Comment cela fonctionne? OK. Alors, il va vous falloir, par exemple, s'il s'agit d'un auto-entrepreneur dans le milieu de l'immobilier, par exemple, il dépend de l'AGFIS, il va vous falloir lui demander son FAF. Donc, c'est le document de l'URSSAF, comme quoi l'auto-entrepreneur ou l'indépendant, en tout cas, a contribué à son fonds de financement de formation. À partir du moment que vous avez ce papier, eh bien, c'est la preuve qu'il a tel ou tel financement. C'est sur ce papier que vous saurez quel est le montant de prise en charge de la formation pour votre client. Et à ce moment-là, vous allez sur le site de l'AGFIS, vous téléchargez le formulaire qui est en ligne, vous le saisissez, vous le remplissez et vous le renvoyez par mail avec tous les documents nécessaires associés à l'adresse email qui vous auront indiqué afin que votre demande de prise en charge pour le client puisse être accordée. Et en général, c'est le client qui doit le faire, mais vous, comme on l'a dit, vous pouvez le faire pour lui. Je voulais juste relever peut-être Thomas, si Oui, possible, parce vas-y, que je ça t'en fait prie. partie des éléments que j'avais partagés. C'était une question de Olivier. Est-ce que le travail de l'OF de s'occuper de la gestion administrative du financement de la formation? Donc, théoriquement, non. Mais si on se réfère et on se dit, bah, c'est à l'entreprise de le faire, eh bien, le risque qu'on a, c'est de tout simplement, nous, en tant qu'organisme de formation, eh bien, de ne pas avoir nos dossiers acceptés. Donc, pour éviter cela, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est proposer ce service-là, c'est-à-dire en accompagnant l'entreprise à ce qu'elle puisse soumettre des demandes de prise en charge et en impliquant les dispositifs adéquats. Question de Aurélie, est-ce que les POEI rentrent dans le périmètre de la déclaration du BPF? Tout ce qui est issu des fonds de financement de la formation doivent être déclarés dans votre BPF, tout à fait. Dès que vous avez agi, proposé une action de formation, vous devez l'inclure dans votre BPF. Alors, j'ai une question de Laurence. Comment calculer le ROI de ce type de poste? Il me semble que cela concerne du coup du poste de gestionnaire de formation. Comment peut-on calculer ce retour sur investissement? C'est très intéressant. Bien, vous faites le calcul assez rapidement parce que les fonds de financement, comme on l'a vu, ils existent et il y a des organismes de formation qui en profitent. Mais on voit que il ne s'agit pas de la majorité. Si vous réussissez à positionner chez vous quelqu'un qui maîtrise les dispositifs de financement de la formation, eh bien, les dossiers que vous allez pouvoir demander
vont être pris en charge. Et sachant que les montants accordés peuvent être très intéressants pour votre organisme de formation, eh bien, ne serait-ce qu'une formation, vous avez déjà payé le salaire d'un mois de votre salarié, si vous le prenez en tant que salarié. Après, vous avez également des personnes qui agissent en tant que consultants. Vous pouvez faire des partenariats avec eux. Donc, il y a différents modèles de fonctionnement pour pouvoir fonctionner et sortir rentable de ces opérations-là. Mais en général, si la personne avec qui vous avez contact s'y connaît dans le domaine, vous n'aurez aucun problème à être rentable. Une question de Mylène. Pouvez-vous clarifier la subrogation? Alors, la subrogation, de quoi s'agit-il? L'OPCO donne le choix au client, soit que le fonds de financement qui est accordé soit versé à l'entreprise et qu'ensuite l'entreprise paye l'organisme de formation. Lorsqu'il y a subrogation, l'entreprise demande à l'OPCO, non, payez l'organisme de formation directement pour moi. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant pour l'organisme de formation parce que ça évite les délais. Vous pouvez vivement encourager vos clients d'activer la subrogation de paiement. Comme ça, l'OPCO va vous payer, vous, votre organisme de formation directement. Une question de Mylène. Quels sont les recours possibles lorsque l'on n'arrive pas à avoir de réponse de la part d'un OPCO? Alors, ça va dépendre de la situation, mais comme on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est passer par le client. Donc, faites-vous mandater par votre client pour agir pour son compte et appelez l'OPCO, non pas en tant que OF, mais en tant que client qui aimerait voir sa formation financée. D'accord? Parce que l'OPCO ne va pas donner toutes les informations à l'organisme de formation, mais elle va donner les informations nécessaires à l'entreprise parce que c'est elle qui a besoin de cette formation-là. Donc, c'est l'entreprise qui doit faire le nécessaire pour apporter satisfaction aux exigences de l'OPCO. Bien sûr, si elle a besoin d'être accompagnée, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez intervenir. Il faut formaliser votre accompagnement. Alors, je suis en train d'effectuer une dernière vérification dans l'espace questions. Il me semble que l'ensemble des questions ont soit été traitées à l'écrit, soit à l'oral. Si vous avez encore d'autres questions, je vous invite à les formuler maintenant avant qu'on mette un terme à la présentation, puisqu'il nous reste encore jusqu'à 7 minutes. On pourra éventuellement fermer la présentation avant la fin. Alors, je viens d'en trouver une question posée par Changer au Conseil, donc organisme de formation. Pour les ne finance plus les bilans depuis Calliope. La part des financements est assez minime et le PDC également, car le bilan reste une démarche plutôt confidentielle. Excuse-moi, Thomas, j'ai pas entendu le début de ta phrase. C'est une question, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, une question posée par Changer au Conseil. Donc, pour les bilans de compétences, hormis le CPF, qu'en est-il des autres dispositifs possibles? D'accord. En dehors du CPF, il y a de nombreux dispositifs de financement. Le CPF est très intéressant, alors n'abandonnez pas le fait de vous inscrire à EDOF et d'y avoir accès sous toutes ses formes, VAE, bilan de compétences, action de formation. Mais l'OPCO dispose lui aussi de nombreux dispositifs, donc plan de développement de compétences, la PROA, mais il y a également d'autres prestations que l'OPCO peut faire. Donc, il vous faut explorer ces dispositifs, voir les critères de financement et faites-vous accompagner peut-être par d'autres OF ou des cabinets qui connaissent bien, qui sont spécialisés dans ce domaine. Voilà. De notre côté, chez Tech in France, c'est quelque chose que nous faisons. Nous informons nos partenaires, nos clients sur ce genre de choses qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si cela peut vous être utile. Une question de Catherine. Y a-t-il une certification Calliope spécifique au CPO? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question, Thomas. Ouais, alors
Je ne comprends pas la question. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la certification aujourd'hui Calliope est unique. Elle va pas s'appliquer à un type de prestation ou à un autre. Enfin, en tout cas, concernant le dispositif de financement, elle va concerner des catégories d'actions en termes de type de prestations délivrées. Donc il y en a 4, soit ça va être des actions de formation, soit des bilans de compétences, soit des VAE ou soit des actions de formation par apprentissage. Donc après, la question du dispositif, intervient après. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans le secteur, de la formation professionnelle, la certification Calliope est un premier niveau de standard qui va vous permettre de développer l'activité, notamment par l'accès, au financement. Tout à fait. Et puis une précision peut-être sur sa question. Ce n'est pas le programme qui est certifié Calliope, c'est l'organisme de formation qui, lui, est certifié Calliope. Il faut bien distinguer les deux. Ce n'est pas un programme qui est Calliope, c'est bien l'organisme qui dispense, qui, lui, a des process qualité qui lui confère cette certification Calliope. Tout à fait. Alors, on a des questions qui viennent d'arriver, ça tombe bien puisqu'il nous reste que quelques minutes. Question de Thibaut: si mon organisme propose que des formations non certifiantes, mes stagiaires sont-ils donc éligibles aussi au CPF en plus des OPCO? Si vous ne faites que des formations non certifiantes. Alors, vous avez le plan de développement de compétences de l'OPCO. Il y a certainement aussi d'autres dispositifs qui existent. Mais peut-être enlever cette barrière des formations non certifiantes, non diplômantes. Parce que si vous êtes Calliope, vous êtes forcément en mesure de pouvoir proposer des parcours qui sont certifiants et diplômants. Donc, ça vaut le coup de vous renseigner afin de pouvoir bénéficier de ces financements qui peuvent être dédiés à un parcours qui peut être semblable au vôtre que vous proposez et qui peut s'imbriquer dans un programme de formation RNCP où vous n'aurez pas besoin d'habilitation particulière. Alors, si nous sommes certifiés Calliope pour des actions de formation, mais pas VC, pardon, PE ou VAE, peut-on délivrer une formation CPRO? CPRO, ok, CPRO, d'accord. Le début de la question, s'il te plaît, Thomas. Si nous sommes certifiés Calliope pour des actions de formation, mais pas VCPE ou VAE. Alors, il y a un CPRO, un contrat de professionnalisation, c'est une action de formation. Donc, si vous êtes Calliope, action de formation, vous pouvez mener à bien un CPRO pour un client. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est même quelque chose que je vous conseille de faire si vous en avez l'occasion. Proposer des CPRO, utilisez le dispositif de formation, contrat de professionnalisation, proposez-le à vos clients. Alors merci pour cette dernière réponse. Il me semble qu'on a traité l'ensemble du contenu. Donc on va voir conclure sur ces mots. Merci à vous d'avoir été présent jusqu'à la fin de la présentation. Donc je pense qu'on va pouvoir aborder sous d'autres prismes, sur d'autres séries, la thématique des financements en formation, puisqu'on voit que c'est un sujet très large qui intéresse autant les entreprises que les organismes de formation. Donc merci à toi Donovan et à toi Cindy pour avoir pu contribuer à cet échange, et je vous laisse ajouter quelques mots avant de mettre un terme à la diffusion. Un grand merci à toi, Thomas, pour cette animation. C'était une très belle animation. Merci à chacun de vous pour votre belle participation, ces belles questions dans le chat. C'était très interactif. Vous avez rendu cela très vivant. Alors, un grand merci. Si peut-être il vous reste d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous pourrons vous donner les informations qui pourront vous être utiles. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci à vous. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.